Notre invité aujourd'hui de l'émission Arrêt Regard est Harut Sassounian, illustre défenseur de la cause arménienne venu des États-Unis pour quelques jours et qui donnera samedi à Issy-les-Moulineaux une conférence sur le thème « Les Arméniens demandent justice, pas seulement la reconnaissance du génocide ». Un mot d'ordre lancé à l'occasion du centenaire de 1915 que vous allez nous expliquer. Harut Sassounian, bonjour. Bonjour. Mais tout d'abord, je vais vous présenter pour ceux de nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas. Merci. Alors je le disais, vous êtes un défenseur de la cause arménienne de premier plan, mais pour remonter dans le temps, on va citer notamment votre rôle dans la reconnaissance du génocide arménien par la sous-commission de prévention des discriminations et protection des minorités de l'ONU au début des années 80. Vous avez été de tous les combats menés aux États-Unis pour la reconnaissance du génocide, mais aussi pour les pogroms en Azerbaïdjan et plus récemment pour la reconnaissance internationale de l'indépendance du Haut-Karabakh. Vous êtes le directeur de l'hebdomadaire arméno-américain Le Courrier de Californie, California Courier, mais aussi un analyste politique reconnu et un militant des droits de l'homme en général. Enfin, vous avez été le vice-président de la fondation Lindsay du milliardaire Kirk Kerkorian et à ce titre, vous avez pris une très grande part au programme de reconstruction de l'Arménie depuis le tremblement de terre de 1988. Alors, voilà, merci. En quelques phrases, un résumé de votre parcours, Harut Sassounian. Parlons maintenant de l'actualité et même de l'avenir de la cause arménienne en cette année cruciale du centenaire du génocide. Alors je le disais en préambule, la conférence que vous donnerez samedi à Issy-les-Moulineaux a pour titre « Les Arméniens demandent justice, pas seulement la reconnaissance du génocide ». Ce n'est pas un mot d'ordre nouveau pour vous, parce que ça fait déjà longtemps que vous appelez à cette justice. Mais c'est quoi la justice, Harut Sassounian, pour vous? Oui. Il y a à peu près 100 ans que nous luttons pour la reconnaissance. Au début, c'était la juste direction pour nous, parce que le monde entier ne connaissait pas ni les Arméniens, ni le génocide. Mais à mon avis, maintenant, on a fait tellement de bon travail que à peu près tout le monde sait qu'il y avait un génocide. On ne doit pas continuer à demander la reconnaissance du génocide. Ah, ça, c'est déjà fait. Oui, mais il y a deux choses. Il y a la connaissance et effectivement, depuis 100 ans, ce travail d'information, de pédagogie en direction du grand public, des non-arméniens, a porté ses fruits. Il y a une connaissance, mais la reconnaissance, c'est politique, c'est officiel, c'est pas la même chose quand même. Mais c'est pas notre but. La connaissance du public, ça ne sert pas à grand chose. L'important pour nous, c'est de mettre nos demandes sur la table et essayer d'obtenir tout ce qu'on a perdu pendant le génocide. Donc justice, c'est ça. C'est ça la justice. Réparation, notre terre, réparation, notre terre, nos écoles, les églises, des milliers d'églises, des cimetières, tout ce qu'on a perdu. C'est ça que nous demandons. C'est pas seulement que les gens dans le monde entier sachent qu'il y avait un génocide. Alors, est-ce que c'est pas un mot d'ordre qui peut effrayer pour certains? Alors, je pense notamment aux États-Unis où la reconnaissance du génocide n'est toujours pas acquise, officiellement en tout cas. Est-ce que si c'est difficile de parler de reconnaissance, on peut parler de justice? Oui, bien sûr que justice, c'est un peu plus difficile que simplement la reconnaissance, mais je vais faire une petite correction sur le sujet de reconnaissance par les États-Unis. On n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais dans mon discours samedi, j'explique avec de grands détails que les États-Unis non seulement ont reconnu le génocide, mais on l'a reconnu plusieurs fois, mais les Arméniens, ils ne payent pas attention
et ils ne savent pas que c'était déjà reconnu. C'est-à-dire, notamment le discours de Ronald Reagan, par la voix du président Reagan. Mais c'est pas un discours. Le premier pas, c'est le Congrès américain, en 1975, a adopté une résolution en disant que c'était un génocide, en reconnaissant le génocide. Le Congrès, 1975. Les deux chambres, vous voulez dire, ça a été jusqu'au bout, et le Sénat et la Chambre des députés? Non, Chambre des députés, des représentants. Oui. Et après, en 1984, une deuxième fois, même chambre, une deuxième fois a reconnu le génocide. Et après, on a, en 1981, oui. On a président Reagan qui a signé une proclamation officielle, pas un discours, pas une interview, mais une proclamation officielle en disant le génocide des Arméniens. Et plus important, en 1951, le gouvernement, pas le Sénat, pas le Congrès, mais le gouvernement a envoyé un très important document aux cours mondiales en mentionnant qu'il y avait un génocide arménien. 1951. Alors pourquoi c'est un document officiel. D'accord, mais alors pourquoi cette méconnaissance et pourquoi les organisations de défense de la cause arménienne n'utilisent pas ces faits que vous venez de mentionner et continuent de demander l'adoption de cette résolution sur la reconnaissance du génocide? Oui, mais ça veut dire quand même qu'il y a un manque de concrétisation, peut-être, alors. Oui, ça fait une dizaine d'années que je parle partout de ça, et j'ai dit, on a assez de reconnaissance. Passons à autre chose. On ne va pas gaspiller nos ressources limitées pour répéter la même chose pendant des dizaines d'années. 100 ans, ça suffit déjà de reconnaissance. Et même si on prend l'Holocauste des Juifs, on peut pas dire que tous les gens dans le monde sachent qu'il y avait un Holocauste. C'est pas important que 100% de tout le monde sait qu'il y avait un génocide. On doit lutter pour nos demandes, nos exigences, nos territoires et tout ce qu'on a perdu. Alors, cette reconnaissance, vous dites, elle est acquise et c'est pas la peine de demander que le monde entier soit d'accord avec cette reconnaissance. Mais le principal acteur de ce génocide, lui, est-il nécessaire qu'il reconnaisse ou on passe directement à la phase justice? Là, je parle de la Turquie, bien sûr. Oui, c'est un sujet très important. Nous, on a essayé en même temps, pendant ces premiers 100 ans, centenaire de faire des pressions sur le gouvernement de la Turquie pour reconnaître le génocide, mais les Turcs ils veulent pas parce qu'ils ont peur de les conséquences de cette reconnaissance, mais on ne peut pas faire grand chose pour les obliger de reconnaître s'ils veulent pas. On n'a pas la force pour les obliger. On n'est pas plus grand, on n'a pas une plus grande armée que la Turquie, on peut pas le forcer. Si c'est le cas, on met à côté ce sujet de reconnaissance par les Turcs et on va directement à justice, le Cour international, le Cour européen des droits de l'homme, et les cours nationaux de tous les pays comme ça, et nous demandons ce qu'on veut de la Turquie par la voie du droit, en fait. Et pas qu'est-ce qu'on va faire autrement? Pas par la politique, en fait, pas par les parlements. Non, c'est politique, ça va, mais on a déjà fait ça pour une centaine d'années. Quel est le choix? Si on continue à une deuxième centaine d'années, et pour une deuxième centaine d'années, la Turquie dit que non, il n'y a pas de génocide, ce sont des mensonges, tout ça, mais on est bloqué comme ça. C'est un jeu que les Turcs jouent très bien et nous, on est les victimes de ce jeu. On doit sortir de ce jeu et aller directement à poursuivre nos demandes. Alors, concernant la reconnaissance du génocide par la Turquie, certains s'inquiètent même que la Turquie puisse reconnaître le génocide
et ne pas du tout donner suite à une forme de réparation, parce qu'en fait, la reconnaissance ne signifie rien. Il n'y a pas de justice dans la reconnaissance, et on a de nombreux exemples dans l'histoire contemporaine, notamment au Chili, où l'on a reconnu les crimes de Pinochet, mais il n'y a pas eu réparation pour les victimes. Pareil en Argentine, en Grèce, pour l'époque des militaires. Tous ces pays où il y a eu une reconnaissance de ce que les États totalitaires ont pu commettre comme persécution sur leur population, il n'y a pas eu d'indemnisation derrière. Est-ce que justement ce n'est pas un piège? Si la Turquie reconnaît le génocide, elle pourrait dire au monde entier, voilà, c'est fait, maintenant ne me demandez plus rien. Oui. Ce que vous avez dit, c'est très, très juste. C'est vrai, parce que les Arméniens, ils se confondent la reconnaissance avec la chance d'obtenir quelque chose de la Turquie. Ces deux choses ont rien à faire avec l'une avec l'autre. Au premier pas, les Arméniens pensent que si la Turquie, si les États-Unis, si la France, ils connaissent le génocide, c'est déjà fait. Oui. Et après ça, on va à deuxième pas, c'est le demande. C'est pas comme ça. C'est pas par étapes, en fait. Non. C'est deux choses parallèles. Oui, parce que la Turquie, un jour, un dirigeant turc peut annoncer, oui, c'est vrai, l'Empire ottoman, qui n'existe plus, a commis un génocide en 1915. Ça n'a rien à faire avec nous. Nous ne sommes pas l'Empire ottoman, nous sommes la République de la Turquie. C'est il y a déjà 100 ans. Et les conventions du génocide de l'ONU, c'était passé en 1948. Le génocide arménien était avant les conventions de génocide. Ça peut pas rien avoir avec le génocide parce que c'est après le génocide. Et on ne donne rien. Encore pire, une fois que le Turc dit qu'on a fait le génocide, tout le monde, les Européens, les pays européens, les États-Unis ont dit bravo, tout ça, et on va avoir un prix prix Nobel de la paix de la paix et entrer dans le communauté européenne, de tout ça, ils vont être un euro partout parce qu'ils ont reconnu le génocide. Ce qu'on leur demande depuis des années. Mais c'est non seulement on reçoit rien de cette reconnaissance, encore pire, le lendemain de cette reconnaissance, si on va voir quelqu'un au Parlement de la France, aux États-Unis, au Congrès, et ils allont nous dire qu'est-ce que encore vous demandez? C'est tout. Vous avez reçu ce que vous luttez il y a 100 ans, parce que nous, comme Arméniens, c'est notre faute, parce que pour 100 ans, on a presque toute la journée, on a dit, on demande la reconnaissance. Et une fois qu'on a la reconnaissance officielle de la Turquie ou n'importe qui, mais, au premier pas, les Arméniens vont dire, bon, on a arrivé à notre but. C'est fini. Mais c'est pas notre but. La reconnaissance, c'est pas notre but. Mais alors, comment vous expliquez que des organisations comme le Comité de défense de la cause arménienne, par exemple, l'Armenian National Committee aux États-Unis, et donc le parti qui dirige aussi CDC-DCA, le parti Tashnak Soutune, qui avait quand même pour mot d'ordre à l'origine notaire, justice, réparation et reconnaissance du génocide, et petit à petit aussi un peu mis on va dire son mouchoir dessus, comme on dit en français, donc un peu adouci, j'ai envie de dire, ses revendications. Et au fil du temps, même ces organisations qui étaient claires dans leurs exigences ont fini par ne parler que de la reconnaissance, en tout cas en public. Oui, c'est ça, c'est un problème de mettre l'accent parce que le CDCA et le Parti Tashnak Soutune, il y a des dizaines d'années qu'ils ont dit que nous, on a 3 revendications. C'était pas seulement la reconnaissance. C'est toujours reconnaissance, restitution, retour de territoire. Mais, comme vous avez dit, dans les années dernières de 20 ans, 30 ans, on parle souvent de reconnaissance, mais pas souvent de deux autres exigences. C'est pour ça que partout que je donne des discours, des interviews,
Mais comment vous l'expliquez justement que même ces organisations et ce parti qui était le fer de lance de ces exigences ait pu justement être un peu plus modéré dans ses revendications? Qu'est-ce qui peut avoir influé sur cette ligne politique? On peut expliquer en disant que une fois qu'on est en train de faire quelque chose, c'est plus facile de continuer aux mêmes directions. C'est difficile de changer la direction de direction, et c'est pour ça que c'est le centenaire cette année. On doit revisiter de tout ça et dire que c'est assez de reconnaissance. On a déjà reconnaissance, et les autres pays la Turquie, Israël, Grande-Bretagne par exemple, s'ils veulent pas dire c'était un génocide, tant pis, on les laisse, on continue notre lutte pour la justice, la Cour internationale par exemple, tout ça, mais on peut pas pour une deuxième centenaire continuer à dire on demande la reconnaissance, et les Turcs continuent à dire non, c'est pas vrai, et nous on est en la même place, c'est un jeu. Alors, ce qui est important quand même, c'est de dire que ce mot d'ordre a existé par le passé, que c'est pas une nouveauté, mais qu'il convient de le remettre au goût du jour en cette année du centenaire. Aram Ier a d'ailleurs, lors de la conférence Arménie Diaspora au mois de septembre à Yerevan, tenu un discours identique en disant l'année du centenaire doit marquer celle d'un regain d'énergie et d'une révision des actions menées concernant la cause arménienne, et il a parlé lui aussi de justice et non pas de reconnaissance uniquement. Mais ce ne sont pas des nouveautés. Or, pour certains, cette idée de la réparation semble nouvelle et ça les inquiète. Ils vous disent oui, mais non, la reconnaissance, c'est déjà bien, la reconnaissance, c'est la justice. Est-ce que la reconnaissance, c'est la justice? Première page, j'étais là à Yerevan pendant le discours de Catholicos Aram, le premier, et je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est même idée que j'explique il y a 10 ans partout dans le monde, et j'étais très content de voir qu'il a dit des mots et des choses pareilles. Et en plus, il va faire une plainte en Turquie pour le retour, les biens, les bâtiments de SIS. Et il y a deux jours que j'ai écrit un nouveau article sur une dame à New York, Madame Soujian, Zvar Soujian, qui a des territoires, des biens qui sont maintenant l'aéroport de Diyarbakir. Et elle a fait une plainte devant le cour de Turquie en demandant les territoires de sa famille. Moi, je dis rien qui est de nouveau. On a toujours dit ça, mais on a continué sur un fil comme ça de reconnaissance en oubliant les autres. Mais peut-être parce que le reste fait peur. Parce que bien souvent, les militants de la cause arménienne ont été confrontés à cette question lorsqu'ils rencontrent les décideurs politiques, les élus, que ce soit en local ou dans les centres internationaux, que ce soit à l'ONU ou au Parlement européen. Leurs interlocuteurs leur ont souvent répondu « D'accord, vous demandez la reconnaissance, mais après vous voulez quoi ?» Donc, mais c'est pour ça que si jamais vous voulez plus, nous, la reconnaissance, on ne la vote pas. Donc il y avait quand même une forme peut-être de chantage exercé par le monde politique. Oui, mais comme Arméniens, comme des lutteurs pour la cause arménienne, nous devons continuer notre bataille pour nos demandes sans faire attention à ce que les autres disent. Oui, je sais que c'est plus difficile de recevoir des territoires que reconnaissance, mais c'est notre droit. On doit continuer la bataille pour notre droit. Bien sûr, mais malgré tout, à Loutsa-Sounian, ce combat qui a été mené auprès des instances internationales et nationales, il a quand même servi. On ne va pas non plus dire que ça a servi à rien de parvenir à une telle reconnaissance sur le plan international. Ça aide. Oui, mais ce que nous devons obtenir de cette lutte pour la reconnaissance, on a déjà obtenu.
C'est fait. Faut plus s'épuiser là-dedans maintenant. On continue pas à lutter pour quelque chose qu'on a déjà obtenu. C'est fait. Et ceux qui ne l'ont pas fait, vous l'avez dit, c'est pas grave, on passe à autre chose. Oui, on continue. D'accord. Si pas, on va lutter la même bataille qu'on a déjà gagnée il y a longtemps. D'accord. Donc, on gaspille les ressources limitées. On arrête de se désoler que, vous l'avez cité, Israël ou la Grande-Bretagne ne reconnaissent pas la réalité du génocide. On passe à autre chose, c'est terminé. C'est honte à eux qu'ils ne reconnaissent pas, c'est leur honte qu'ils ne reconnaissent pas, c'est pas, ils ajoutent rien à notre cause. Alors, vous avez donné l'exemple, effectivement, de Aram Ier qui a déposé une plainte auprès des tribunaux turcs pour obtenir la restitution des biens et des terres qui appartenaient aux Catholicosat quand il était en Cilicie, à Sis. Donc ça, c'est une première étape pour justement plaider la cause arménienne devant les tribunaux en interne, vous l'avez dit, en Turquie même, et sur la scène internationale. Alors vous avez dû réfléchir évidemment à la question. Quelles sont les cours qui peuvent recevoir les plaintes arméniennes? Comment ça s'organise? Parce qu'aux États-Unis, vous avez ce système qui permet de faire des class action, donc des procès collectifs. Ça n'existe pas dans tous les pays. Quels sont les recours possibles du point de vue juridique, puisqu'on a bien compris, maintenant, il faut utiliser les moyens qui sont à la disposition des Arméniens dans le monde entier pour, on l'a vu aussi avec l'affaire AXA, les assurances qui ont permis aussi, là c'est pas la Turquie qui a payé, qui a réparé, mais il y a eu une forme de réparation. Quels sont les leviers qu'on peut actionner aujourd'hui à Loutsasounian? Oui, il y a des différents demandes, il y a des gens privés, des individus qui ont leur maison ou leur bâtiment, une usine peut-être comme ça en Turquie, ils peuvent porter une plainte devant le cour en Turquie. Mais c'est possible vraiment? Techniquement, c'est possible? C'est possible de demander, oui, bien sûr, mais c'est pas sûr le résultat. Mais même pour ça, une fois que le cour en Turquie dit non, et on fait un appel à la Cour européenne des droits de l'homme, et on va voir qu'est-ce qu'il décide. S'il décide non, on ne peut pas continuer avec ça, mais c'est pour des demandes des individus. Alors, en quelque sorte, l'idée, ce serait de lancer un appel à tous ceux qui ont des titres de propriété, qui peuvent prouver qu'ils étaient propriétaires d'un terrain, d'une maison, d'une usine en Turquie au moment de 1915, et que toutes ces personnes déposent des plaintes devant les tribunaux turcs, et ensuite on voit ce que ça donne. Mais c'est la quantité aussi qui va permettre de donner un sens à cette action. S'il y a que quelques personnes, ça va être difficile. Non, ça fait rien, c'est pas difficile, c'est pas l'important. Parce que si c'est une famille seulement qui fait une plainte, le cours en Turquie et le cours européen des droits de l'homme doit s'occuper de ce sujet. Bien sûr. On peut pas dire que c'est seulement une famille. Mais il y a des milliers de familles, encore mieux. Mais je pensais d'un point de vue action collective qui puisse donner un sens plus le cours visible. va collectionner tout ça dans une plainte comme ça. Mais c'est une partie de nos demandes. Pour notre territoire d'Arménie occidentale, ça c'est une différente chose. Pour ça, on doit aller pas le cours européen des droits de l'homme, mais le cours mondial. Et devant le cours mondial, seulement les pays ont le droit de faire le plainte. Alors c'est quoi la cour mondiale? L'Arménie, la République de l'Arménie, par exemple. Qui porte plainte auprès de qui et sur dans quel tribunal? Le cours international de justice. Qui est habilité à légiférer pour, à statuer. Mais seulement les pays peuvent apporter une plainte là. Mais alors autant sur la question de la restitution d'un bien privé, on peut comprendre que le mécanisme puisse aboutir, même s'il y a un rejet. Ensuite, on voit la Cour européenne des droits de l'homme, etc. Pour la restitution des territoires, sur quel document, sur quelle base on pourrait appuyer une plainte pour obtenir restitution de ces territoires de l'Arménie occidentale? Bon, le traité de Sèvres? Non, le traité de Sèvres n'était pas ratifié, et il y a des problèmes avec ça, mais au moins le traité de Sèvres explique
qu'il y avait une position comme ça, même s'il n'était pas ratifié, mais c'était la Turquie a signé ce traité, l'Arménie, la France, une dizaine de Grande-Bretagne, ils ont tous signé ça. Ça montre qu'il y avait une mentalité de faire de la justice pour les Arméniens, même si c'était pas déterminé au fin. Mais le sujet de droit international, c'est un domaine pour les experts de loi internationale. C'est pas pour les gens ou des groupes des activistes. C'est seulement les experts doivent s'occuper de ça. Et ils doivent faire une étude en voyant quelle est nos demandes, quels sont les documents, quels sont les traités internationaux et quelles sont les possibilités de les poursuivre dans le cours de justice internationale. C'est pas une question d'opinion. Et je suis pas un avocat de droit international. Mais il y a des experts qu'on doit apporter comme un groupe et les payer rémunir et pour qu'ils étudient ce sujet. Et après, il peut nous dire, oui, vous avez une chance ou vous n'avez pas de chance. Mais il y a une deuxième phase de ce sujet, c'est l'aspect politique. La République Arménie qui doit déposer la plainte. Est-ce qu'ils veulent faire ça ou pas? C'est une question légale, mais aussi juridique, mais aussi une question de politique. Bien sûr. Il y a les 5 années qui passent, l'Arménie était en train d'essayer de signer le protocole avec la Turquie. Moi et tous les activistes de la cause arménienne, nous étions tous contre ce protocole. Et l'histoire vous a donné raison. Oui, et j'ai dit plusieurs fois, comment on peut faire une plainte contre la Turquie et en même temps est en train de signer un protocole pour réconciliation, ouvrir les frontières et tout ça. On peut pas faire tous les deux ensemble. Mais heureusement, maintenant c'est 5 ans, un peu plus de 5 ans, que le protocole ne sont pas ratifiés par la Turquie. Et on a la chance, on est sauvé par les Turcs. Oui, mais on a nos intérêts sont sauvés par le Turc. Bien sûr, mais dès le départ, ceux qui dénonçaient ces protocoles étaient eux bien conscients qu'il s'agissait d'une manipulation de la part de la Turquie qui tentait de faire croire à la communauté internationale qu'elle voulait tendre la main à l'Arménie. Il s'agissait juste de redorer son image. Oui, les Turcs ont beaucoup d'expérience de manipulation, de déception. Et les Arméniens, qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans la diplomatie internationale, ils sont toujours victimes des enjeux de la Turquie. Et on le voit là encore récemment avec cette grande manifestation qui sera organisée en Turquie le 24 avril pour commémorer le 100e anniversaire de la bataille de Gallipoli. D'ordinaire, cet anniversaire est fêté le 25 avril. Ce n'est pas un hasard si cette année, ça a été avancé de 24 heures. L'idée de la Turquie étant de parasiter, de mettre de polluer les commémorations du centenaire du génocide à Yerevan. Il y a plusieurs exemples récents. Le Gallipoli, c'est un de ces exemples. L'annonce d'Erdogan de 23 avril l'année dernière, c'est une deuxième. Et il y a 2 jours que Davutoglu a fait un discours en disant on doit renouveler les relations. Ce sont tous des essais de déception que la public internationale, opinion publique internationale va dire qu'ils sont tellement gentils, les Turcs, ils veulent de bonnes relations avec les Arméniens. Malgré tout, l'invitation de Erdogan à Serge Sarkissian à se rendre à Gallipoli le 24 avril a scandalisé au-delà des Arméniens, puisque dans les médias du monde entier, ça a été repris comme le scandale turc et l'affront a bien été compris, le cynisme turc a bien été compris
par les non-arméniens. Pour une fois, les Arméniens ne sont pas les seuls à dire attention, la Turquie manipule tout le monde. Oui, Erdogan a essayé de faire un truc comme ça pour décevoir le monde, mais heureusement, tout le monde a vu que c'est un essai de déception et Erdogan indirectement à nous aider pour commencer le centenaire un peu plus avant que le 24 avril. Alors vous disiez la reconnaissance n'est pas une fin en soi, il faut arrêter de s'épuiser donc dans ce combat pour la reconnaissance du génocide par les parlements nationaux. Qu'en est-il de la lutte contre le négationnisme alors à l'inverse? Est-ce que on peut laisser donc ceux qui disent le génocide arménien n'a pas existé, est-ce qu'on peut les laisser s'exprimer? Bon, et il y a l'exemple de la France et de quelques autres pays en Europe qui ont où ont déjà des lois comme ça, ou essayent d'avoir des lois comme ça. Il n'y a que la Grèce, pour l'instant, qui a voté une loi. Et en France, on attend encore. Mais il y a deux autres pays en Europe. C'est la Suisse. La Suisse et la Lituanie. Non, je sais pas le nom, c'est Tchèque. Voilà, une nouvelle république, une ex-république soviétique. Oui, tout à fait. Mais en Europe, c'est parce qu'il y a une loi pour punir ceux qui dénient l'Holocauste. Nous, comme Arméniens, on demande qu'on doit avoir une loi pareille pour le déni de génocide arménien. Parce que moi, je dis qu'on ne doit pas avoir de mesures. Bien sûr. Parce que les victimes de génocide arméniens ou juifs ou rwandais ou cambodgiens, ce sont tous des victimes égaux. On ne peut pas faire une distinction entre les victimes. Oui, mais le problème, c'est que pour pouvoir obtenir la punition, la pénalisation donc du négationnisme du génocide arménien, il faut qu'il y ait une loi qui reconnaisse ce génocide. Oui, en France, c'est le cas, bien sûr. On a les lois, mais dans les autres pays où c'est pas encore le cas, ça veut dire que les négationnistes peuvent aller, par exemple, en Angleterre et dire il n'y a pas eu de génocide arménien, puisque de toute façon, ce pays n'a pas reconnu officiellement le génocide. Oui. Alors, est-ce qu'on les laisse malgré tout en disant peu importe, ils n'ont qu'à nier, le monde entier sait qu'il y a eu un génocide? Oui. Parce qu'aux États-Unis, vous disiez justement que la reconnaissance, elle est acquise malgré ce qu'on peut en dire. Est-ce que si les négationnistes interviennent, on peut les poursuivre? Non, c'est totalement différent aux États-Unis. Aux États-Unis, on ne peut pas punir n'importe qui pour dénir n'importe quoi, même l'Holocauste. Tout est libre. Tout est libre. On ne peut pas passer des lois comme ça aux États-Unis. D'accord. Mais si demain matin quelqu'un dit aux États-Unis l'Holocauste c'est pas vrai, c'est du mensonge. Il peut pas être condamné. Pas du tout. Mais les organisations, pourtant, juives américaines, se montent au créneau quand il y a un négationnisme qui se répand. Nous, on peut faire la même chose. D'accord. Mais il n'y a pas de loi. Donc, pas de loi. Ça revient à dire que, est-ce que la loi, elle est nécessaire, elle est indispensable? Là, on prend l'exemple, par exemple, de Perinček, dont le procès en appel intenté par la Suisse et l'Arménie va avoir lieu mercredi prochain. Qu'est-ce qu'on fait avec des personnes comme ce Dogu Perinček? Qu'est-ce qu'on en fait? Comme il y a une loi en Suisse, ils ont fait un procès et il était coupable de négation de cette loi, oui. Et maintenant, on attend le 28 de janvier pour voir le Cour européen des droits de l'homme, c'est ce qu'ils décident. Ils ont déjà décidé, il y a une année que la Suisse a bloqué la liberté d'expression de Perinček, mais maintenant on est aux grandes chambres de 17 juges qui vont décider finalement. C'est très important parce que c'est l'année centenaire et on ne veut pas perdre un procès comme ça parce que ça va avoir des conséquences très sérieuses. Sur l'ensemble de la cause arménienne. Oui. Alors, Alon Sassounian, cette émission arrive à son terme. J'invite nos auditeurs à vous retrouver samedi. Vous serez à Issy-les-Moulineaux à 18h à l'Hôtel de Ville
pour poursuivre cette rencontre avec vous et écouter votre conférence dont le thème, je le rappelle, est « Les Arméniens demandent justice », pas seulement la reconnaissance du génocide. Donc justice, ça veut dire réparation, restitution des biens, des propriétés. Vous avez là proposé ce matin des pistes pour que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. Les organisations ont un rôle à jouer, mais aussi les particuliers. Oui. Tout le monde peut être Très l'acteur. juste. Donc, alors c'est un combat que vous menez depuis très longtemps. On espère qu'il sera relayé, désormais entendu. Vous étiez satisfait qu'Aram Ier s'en fasse l'écho aussi. Disons que ça veut dire que c'est en chemin, les consciences évoluent, les esprits changent. Mais malgré tout, pour conclure, qu'est-ce que vous pouvez redire, faire preuve de pédagogie en direction de ceux qui répondent toujours « Non mais la reconnaissance, c'est déjà bien, ça suffit amplement ». Bon, je donne un tout simple exemple. Si quelqu'un a volé mon porte-monnaie et je continue à demander le retour de mon porte-monnaie et ça continue comme ça des années, des dizaines d'années et après 100 ans, ce voleur dit oui, c'est vrai, j'ai volé ton porte-monnaie. Est-ce que ça suffit ou on dit tu dois retourner le porte-monnaie? Seulement dire que oui, c'est vrai, j'ai commis tel et tel crime, ça ne suffit pas. Oui. Mais si on tue quelqu'un, si on vole quelque chose à Paris ou New York, c'est pas assez d'aller au cours et dire oui, c'est vrai, j'ai fait ça, et au revoir, je m'en vais. Il y a conséquences, il y a une punition. C'est où la punition pour ce crime? La seule chose que ça change... On ne peut pas satisfaire de connaissances seulement. La seule chose que ça change, pour poursuivre sur l'exemple que vous donnez, des crimes et délits, c'est que lorsqu'il y a reconnaissance du crime et du délit, le châtiment peut être moins fort dans certaines justices, si on accepte d'avoir... voilà. Oui, s'ils acceptent, mais c'est leur problème, c'est pas notre problème. Mais il y a deux choses. Donc il faut d'abord le crime, qui lui est reconnu par les autres. Le crime doit être... on doit faire une plainte dans la cour et les juges décident, même si le criminel dit que non, j'ai rien fait, c'est pas moi. Les juges n'attendent pas que le tueur, le criminel dit que oui, c'est vrai, j'ai fait ça. Donc est-ce que les Arméniens peuvent se contenter, 100 ans après, que l'on leur dise uniquement oui, on reconnaît? Mais nous, les Arméniens, on sait qu'il y a un génocide il y a 100 ans. Il y a 100 ans les Arméniens sachent qu'il y avait un génocide. Alors les Arméniens le savent, la communauté internationale, vous l'avez dit, le sait aujourd'hui, donc stop, on a assez perdu de temps, passons maintenant à l'étape cruciale, celle du combat pour la réparation. Donc le mot d'ordre est lancé, les Arméniens demandent justice, donc je le répète, samedi à 18h à Issy-les-Moulineaux pour poursuivre sur ce thème. Merci, un grand merci à Loutsa Sounian. Et je vous remercie surtout d'avoir fait toute cette émission en français. Nos auditeurs ont pu le remarquer, vous parlez parfaitement le français et plein d'autres langues. Merci, j'ai essayé de parler en français. Un grand merci et bonne continuation et bravo pour le combat que vous menez et tout ce que vous avez réalisé jusqu'à présent et on l'espère pour de nombreuses années encore. Merci à Loutsa Sounian. Merci.